le même électron pendant 8 mois. Donc à ce stade-là, vous pouvez commencer à lui donner un nom à l'électron, et c'est quasiment ce qu'il a fait. Et il a réussi, grâce à ça, à faire des mesures extraordinairement précises sur l'électron. Et précisément, c'était la motivation essentielle de Debelt quand il a démarré ses recherches pour essayer de piéger un électron. Il s'est dit, je veux faire une mesure précise sur l'électron. Je vais vous dire dans un instant ce qu'il a mesuré. Si je veux pouvoir avoir une mesure très précise sur l'électron, il faut que l'électron ne soit pas pollué, ne soit pas modifié par d'autres particules autour, par d'autres électrons qui modifieraient les propriétés intrinsèques de l'électron que je veux mesurer. Ça, c'est la première chose. Donc si vous l'isolez, il est isolé du reste du monde, donc il n'est pas perturbé par d'autres particules. Et deuxième chose, plus vous mesurez pendant longtemps, plus vous faites de mesures précises. Donc c'est les deux, donc c'est comme ça, dans 8 mois, vous avez le temps de faire des mesures, de regarder le truc et de, en permanence, mesurer la même quantité, de cette manière-là, atteindre une mesure extraordinairement précise. Alors qu'est-ce qu'il a mesuré Debelt? Il a mesuré quelque chose qui l'a conduit au prix Nobel de physique. Il a mesuré une quantité qu'on appelle le moment magnétique de l'électron. On peut imaginer l'électron, c'est pas rigoureusement vrai, donc c'est pas non plus complètement faux, comme une petite sphère qui est chargée électriquement et qui tourne sur elle-même. Exactement de la même manière que la Terre qui tourne sur elle-même, et vous savez qu'elle crée un champ magnétique parce qu'on dit qu'en gros c'est comme s'il y avait un aimant au centre de la Terre. Bon, ce qu'il a calculé, ce qu'a mesuré Debelt, c'est une quantité qui est le moment magnétique, de la même façon que c'est la force de l'aimant, si vous voulez, associée à l'électron. Alors, je vous donne le résultat de la mesure de la quantité qui s'appelle le mu. Mu, c'est le moment magnétique, donc pour ceux qui ont déjà vu ça, ça évoque quelque chose, pour les autres, vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est surtout de regarder le résultat de sa mesure. Ça a été, pendant 20 ans, la mesure la plus précise de toute la physique. Il a mesuré une quantité avec 12 chiffres significatifs. Le dernier chiffre, le 8, là, avec le truc entre parenthèses, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de la toute dernière décimale. Le point qui est absolument hallucinant, c'est qu'au moment où Debelt a fait ça, les théoriciens, là pour le coup les expérimentateurs avaient un coup d'avance, ils savaient calculer les propriétés de cette bête-là, de ce mu-là, mais beaucoup moins bien que ce que savait faire l'expérience. Et là, c'était une personne, c'est le travail pour calculer ça, à temps plein d'une personne pendant 1 an. Enfin, à l'époque, maintenant les ordinateurs peuvent donner un peu plus vite, mais à l'époque, c'était ça. Donc vous voyez que, grâce à cette extraordinaire précision qu'il a sur les mesures, il a réussi, en ayant isolé la particule, à faire une mesure absolument hallucinante. Évidemment, en TP, moi, j'ai jamais fait de manip avec ce niveau de précision-là. Quand je mesure quelque chose à un facteur 2 près, je suis déjà content, et quand c'est 20%, c'est un tour de force. Donc, bon. Ok, voilà. Donc maintenant, c'est fini pour les électrons, je vais passer enfin aux atomes, qui sont ceux qui vont vraiment nous intéresser, et vous expliquer comment est-ce qu'on peut piéger, comment est-ce qu'on peut voir des atomes grâce à de la lumière, ou essentiellement grâce à de la lumière produite par des lasers. Alors, il y a plusieurs façons de voir les atomes. La première façon, que moi on m'avait apprise quand j'étais étudiant, parce que c'était celle que les gens faisaient au laboratoire, c'était ce qu'on appelle le microscope à effet tunnel. Donc c'est juste un instrument assez compliqué, donc je ne vais pas vous l'écrire ici, qui permet d'aller voir où sont situés les électrons, et donc comme les électrons sont essentiellement confinés autour des atomes, en gros ça dit où sont les atomes, sur une surface. Ça c'est une technique qui a été inventée au début des années 80, et voici l'une des images qui est assez célèbre, qui a été obtenue grâce à un de ces microscopes. Ce sont quelques atomes de fer qui ont été positionnés sur une surface de cuivre. Les petites vagues que vous voyez ici, ça correspond en fait à la position des atomes de cuivre, parce que c'est la densité des électrons autour du cuivre. Ce n'est pas exactement ce qu'on appelle voir, hein, c'est juste on reconstruit une image de la surface de cette manière-là. Et puis les espèces de pics bleus, les petites dents, ça correspond à la densité électronique des atomes de fer qui sont positionnés sur la surface, donc on les positionner de cette manière. Ce n'est pas ce dont je vais vous parler. Ce dont je vais vous parler, c'est vraiment, je prends un atome, un seul, et je le vois. Comment je le vois? Je le vois de la même façon que je vois le mur, c'est-à-dire il y a la lumière qui est diffusée par le mur et qui arrive à mon œil. Là, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais prendre un atome, l'isoler, envoyer un laser dessus, et regarder la lumière diffusée par cet atome. Quand je dis voir à l'œil, on peut voir un atome et un seul à l'œil. Simplement, nos atomes, ils émettent de la lumière, je vais vous en parler dans un instant, dans le rouge, et notre œil n'est pas très sensible, donc on ne les voit pas. Mais si j'avais des atomes qui émettaient de la lumière dans le bleu, je serais capable de voir la lumière d'un seul atome que vous éclairez par un faisceau laser. Voilà. Votre œil est en fait extraordinairement sensible. Vos yeux, y compris les miens, sont capables de compter 5 photons.
Vous êtes capable de voir 5 photons. Donc des niveaux de lumière extraordinairement petits. Alors, évidemment, pas dans cette pièce-là, il faut être dans le noir complet, les yeux un peu habitués, mais vous êtes capable de voir des niveaux de lumière extraordinairement faibles. Donc, comme on ne va pas voir ça directement dans le nu, nous on remplace l'œil par une caméra, donc caméra qui est un peu chère, mais qui est quand même capable, elle aussi, de voir des photons, finalement moins bien que votre œil. On paye très cher pour quelque chose qui est moins bien qu'un œil. Alors, il y a une propriété importante qui va beaucoup nous servir dans la suite, c'est que je ne peux pas utiliser pour le laser n'importe quelle couleur pour lui faire diffuser de la lumière. Et ça, la plupart d'entre vous le savez déjà. Si je reviens à cette image de l'atome comme un échafaudage, ou comme une sorte de bâtiment là, avec des niveaux d'énergie bien déterminés, vous savez qu'un atome qui est initialement dans son état du bas ne peut absorber de l'énergie que si l'énergie des photons du faisceau laser coïncide exactement avec l'énergie d'une transition à l'intérieur de l'atome. Ça veut dire donc que la fréquence, c'est-à-dire la couleur du laser, sélectionne parmi toutes les transitions possibles celles qui vont être absorbées par un atome. Donc le processus ensuite est un processus qui a été introduit théoriquement par Einstein, mais observé bien avant par plein de gens. Vous prenez un atome, vous envoyez de la lumière dessus, l'atome absorbe un photon, passe dans son état excité et réémet de la lumière. Alors il y a un point extrêmement important, c'est que la lumière qu'il réémet, c'est-à-dire le photon qu'il va recracher dans le vide, il peut le recracher dans 4 pistes radians, c'est-à-dire avec toutes les directions possibles de l'espace. Donc cette remarque va être très importante dans la suite. Donc juste pour fixer le vocabulaire, on dit de cette manière-là que l'atome diffuse la lumière, ou encore qu'il fluoresce. Ça, c'est la première chose. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir voir un atome. On va envoyer de la lumière qui va être exactement accordée avec la transition atomique et on va regarder la lumière qui diffuse. Mais sauf que maintenant, il faut que je passe à la deuxième partie, c'est comment est-ce que je fais pour piéger l'atome pendant suffisamment de temps. Et alors là, on va faire la même chose que des melts, on va utiliser des champs électriques pour piéger l'atome. Alors, le problème, c'est que, évidemment, l'atome, il est neutre, donc sa charge électrique est neutre, donc il n'y a pas de force de Lorentz sur l'atome. Donc effectivement, les forces vont être extrêmement peu efficaces, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles. Alors, revenons à cette idée que la lumière laser, c'est un champ électrique qui oscille. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand ce champ électrique arrive sur l'atome, ici, atome qui est constitué d'une charge plus et puis d'un nuage électronique autour, donc ici je ne vais pas représenter en grisé, je vais représenter en grisé, là, pas avec des couches, mais ça revient à ça. Ce qui va se passer, c'est que le champ électrique va tirer les charges plus d'un côté et les charges moins de l'autre. Donc ça nous crée, pour ceux auxquels ça rappelle quelque chose, un dipôle électrique. Pour ceux auxquels ça ne rappelle rien, c'est pas grave. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans une configuration dans laquelle le champ électrique varie dans l'espace. C'est-à-dire une configuration pour laquelle, par exemple, le champ électrique est un tout petit peu plus intense au niveau de la charge moins, là, que j'ai tiré d'un côté, que de la charge plus que j'ai tiré de l'autre côté. Donc maintenant, regardons quelles sont les forces qui vont s'exercer sur l'atome. La charge plus est tirée par le champ qui est un peu plus intense, représenté par une flèche qui est plus longue. Donc la force est plus intense que la force plus, est plus intense que la force moins, qui est dirigée dans le sens opposé au champ électrique ici. Par conséquent, il y a une différence de force qui va faire dériver, ou qui va tirer l'atome dans la direction du champ le plus intense, c'est-à-dire vers les flèches de longueur la plus grande. Alors, ça c'est l'idée de base. Dans la théorie, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la force que l'on utilise, c'est une force proportionnelle à l'intensité du laser. C'est-à-dire que plus le laser est intense, c'est-à-dire plus vous avez de watts qui passent par centimètre carré, c'est-à-dire le carré du champ électrique, ça c'est proportionnel à l'intensité, plus la force est grande. Donc c'est-à-dire que cette force, elle est dirigée vers les zones de grande intensité laser. Et vous allez voir dans un instant pourquoi je vous raconte ça. Alors, vous allez me dire, là je ne comprends pas bien votre truc, parce que vous m'avez expliqué juste avant que si j'envoie un laser sur un atome, il va diffuser de la lumière. Pourquoi est-ce que ici vous ne parlez pas de ça? Parce que ici j'ai fait très attention de ne pas prendre la fréquence du laser égale à la fréquence de la transition atomique. Donc l'atome ne fluoresce pas, il ne diffuse pas de lumière. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun effet. La preuve, c'est qu'il y a quand même ce petit effet résiduel de force qui vient du fait que l'atome a déformé, que le laser a déformé l'atome. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour créer un piège à partir de ça? C'est en fait relativement simple. Vous prenez le pointeur laser que j'ai dans la main, vous l'envoyez sur une lentille. Qu'est-ce qui va se passer? La lentille va focaliser la lumière.
Ça veut dire que l'intensité ici est peu intense, alors que là, elle est très intense. Si je zoome sur la zone autour du point focal, ça, en gros, c'est la répartition d'intensité, si vous voulez, elle est plus intense au centre que sur les bords. Comme je vous ai dit que la force, elle était dirigée vers les zones de forte intensité, ben, ça veut dire que vous allez tirer l'atome vers le point focal de la lumière. Alors, il y a une dernière chose ici, c'est que si vous travaillez avec des optiques, des lentilles de bonne qualité, la taille la plus petite sur laquelle vous pouvez focaliser la lumière est donnée par la longueur d'onde de la lumière. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'en gros, ça fait 1 micromètre. Donc, ça veut dire qu'on peut focaliser la lumière sur 1 micromètre, et dans ces cas-là, la force agit sur un piège, enfin sur une taille, de l'ordre de 1 micromètre cube. Et c'est dans ce micromètre cube-là que je vais aller placer un seul atome. Bien. Alors, il y a juste un petit problème. Et le petit problème, c'est que si maintenant je me demande quelle est la profondeur du bol que j'ai fabriqué de cette manière-là, en utilisant les meilleurs lasers qu'on sait fabriquer, en utilisant les meilleures techniques qu'on connaît au laboratoire, on est capable de produire des potentiels qui ont des profondeurs, des bols, plus petites que 1 millikelvin. Alors ça ne vous dit rien, je vais expliquer dans un instant pourquoi est-ce que j'exprime ça en unité de température. Mais ce que ça vous dit, c'est que pour pouvoir piéger des atomes dans ce bol, il va falloir que l'énergie résiduelle des atomes corresponde à une température plus petite que 1 millième de Kelvin, c'est-à-dire 1 million de fois plus froid que la température de la pièce actuellement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas su faire ça en 1973, parce qu'on ne savait pas en 1973 refroidir des atomes jusqu'à des températures aussi basses. Ben maintenant on sait. Et ça a été développé dans les années 80 et 90, où on a mis en place des techniques de refroidissement d'atomes par laser. Donc un petit rappel, la température, ça correspond à un mouvement désordonné des atomes. D'accord ? Une agitation en toutes parts, il n'y a pas une vitesse préférentielle des atomes, ils se déplacent de manière complètement aléatoire. Une température de 300 Kelvin, ça correspond à une vitesse des atomes de, en gros, 1,5 km par seconde. Donc si je fais ça, l'atome part du labo, il est au château de Versailles, il est au bout du château du parc, et ensuite il est à Saint-Cyr en gros 3 secondes. Voilà, donc ça vous donne la vitesse d'un atome qui se déplacerait à 1 km par seconde, enfin 500 mètres par seconde. Les températures dont je vais parler, donc le millikelvin, correspondent à des atomes qui se déplacent à des centimètres par seconde. Donc on a réussi à les ralentir de telle sorte qu'ils ne bougent quasiment plus. Donc tout est quasiment gelé pour la vie de l'atome. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On utilise un effet qui s'appelle l'effet de pression de radiation et qui combine tout ce que je viens de vous raconter avant. Vous envoyez un laser en ayant bien fait attention que la fréquence du laser est la même que celle de la projection atomique. Okay ? Et de cette manière-là, l'atome va absorber un photon qui va aller réémettre, mais avec une direction complètement aléatoire. La première fois, il l'émet dans une direction, la deuxième fois dans une autre direction, la troisième fois encore dans une autre direction. Ce qui fait qu'en moyenne, les photons diffusés n'induisent aucun mouvement. C'est juste, c'est les potes de la Coupe du Monde de rugby, que je sais qu'il y a au moins une amatrice de rugby dans l'audience. Vous imaginez vraiment quelqu'un qui vous lance le ballon toujours dans la même direction, et vous, à chaque fois, vous le relancez dans une direction différente. Au moment où vous recevez le ballon, vous reculez, à cause du choc du fait que le ballon vous arrive, et quand vous le relancez, vous reculez aussi. Mais sauf qu'au moment où vous le relancez, vous pouvez reculer dans toutes les directions de l'espace de manière équiprobable. Donc en gros, il n'y a pas de mouvement moyen induit par le fait que vous relancez le ballon. Donc ça veut dire qu'en gros, tout ce que vous faites, c'est que vous recevez toujours le ballon dans la même direction, et vous finissez par reculer. C'est cet effet de force de pression de radiation, qui est un effet qui est connu depuis en fait fort longtemps, parce que si vous regardez des images en astrophysique, par exemple, vous savez très probablement que la queue des comètes est précisément orientée, en tout cas en général il y a plusieurs queues, mais enfin il y en a une des deux, qui est orientée dans une direction opposée à la direction du Soleil. Simplement parce que la lumière du Soleil vient pousser, grâce à cet effet de pression-radiation, toutes les petites poussières qui sont dans la queue de la comète. Donc ça c'est un effet qui est connu depuis longtemps, je ne pourrais pas dire de bêtises, c'est pas Huygens qui avait plus ou moins décrit pour la première fois cet effet-là. On le réutilise au laboratoire pour refroidir les atomes. Alors comment est-ce qu'on les refroidit maintenant ? De la manière suivante. Là je vous ai expliqué comment on pouvait avoir une force sur l'atome. Finalement, si vous voulez avoir une force qui va finir par piéger les atomes dans toutes les directions de l'espace, on va commencer par mettre 2 lasers dans 2 directions opposées. Ça veut dire que si l'atome se déplace dans une direction, il est repoussé par ce laser-là. S'il se déplace dans l'autre direction, il est repoussé par l'autre laser.
Et on peut démontrer de cette manière-là que la force exercée par les deux lasers équivaut à une force qui est dans la direction opposée à la vitesse. Et ça, c'est exactement ce que vous voulez pour refroidir une particule, pour amortir le mouvement ou la vitesse d'une particule. De cette manière-là, les gens ont réussi à donc atteindre des températures extraordinairement basses, donc 10 microkelvin, c'est-à-dire 10 millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Et donc ça, c'est quelque chose que maintenant les gens savent faire dans des centaines de laboratoires autour du monde. C'est une technique évidemment très astucieuse au début, mais qui est maintenant très répandue. Voici une photo d'un ensemble d'atomes qui est piégé dans 6 faisceaux laser. C'est-à-dire que je vous ai fait le coup du refroidissement suivant un axe. L'atome qui se dirige dans une direction est repoussé par les lasers, mais si maintenant vous voulez le piéger dans les 3 directions, le refroidir dans les 3 directions, vous rajoutez des paires de faisceaux laser dans chacune des directions de l'espace. C'est ce que vous voyez sur cette photo ici. Vous avez une paire de faisceaux laser qui part comme ça, une autre comme ça, et la dernière qui est perpendiculaire au plan. Et la petite boule jaune en centre, ce sont des atomes de sodium, il y en a à peu près 10 millions, qui sont à une température d'à peu près 100 microkelvin. Et ça s'appelle, cette configuration, une mélasse optique. Il faut vraiment imaginer ça comme l'atome rentre dans du miel, si vous voulez, et il est complètement englué là-dedans, et il diffuse dans cette espèce de miel. La mélasse, c'est l'espèce de truc que les Américains tartinent au petit déjeuner sur leur tranche de pain. Là. Ça ressemble un peu à du sirop d'érable, encore plus sucré. Et c'est ça, cet effet-là, donc, est utilisé pour refroidir les atomes. Alors donc ça a conduit ces 3 personnes-là à avoir le prix Nobel. Donc ça a l'air comme ça d'être une idée très simple, mais c'est comme toutes les idées très simples en physique, c'est celles qui conduisent le plus loin. Et cette idée simple qui est 2 faisceaux laser peuvent refroidir des atomes a conduit à un développement absolument spectaculaire de la physique atomique sur les 20 ou 30 dernières années. Alors je voudrais juste faire une remarque parce que je trouve quand même ça toujours très spectaculaire. Voici une échelle de température qui est en Kelvin. Donc l'échelle de température absolue. Donc 25 Kelvin, 25 degrés Celsius, qui est la température de la pièce, ça correspond en gros à 300 Kelvin. Le choix d'échelle que j'ai fait est une échelle qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire que pour passer d'une étape à l'autre, on multiplie par 100 la température. Autrement dit, 300 Kelvin, qui est la température dans la pièce, est quasiment dans l'épaisseur du trait ici. La température au centre du Soleil, qui est quand même un endroit relativement chaud, est 10 000 fois plus chaud que la température de la pièce, mais seulement 10 000 fois. Les températures qu'on est capable d'atteindre au laboratoire, elles sont 1 milliard de fois plus petites que celles de cette pièce. C'est-à-dire que dans nos laboratoires, on est plus loin dans un sens de la température de la pièce que le centre de le Soleil, la température du centre du Soleil ne l'est de la température chez nous, dans notre température habituelle. Voilà, alors maintenant on a tous les ingrédients pour piéger un atome. Piéger et le voir. Comment est-ce qu'on fait? On prend un faisceau laser, c'est celui qui va assurer le piégeage, donc c'est le faisceau qui n'est pas résonnant avec la transition atomique. On le focalise à l'aide d'une lentille, un peu spéciale, mais enfin pas tant que ça, je vais vous dire dans un instant ce que c'est, et on focalise sur une taille d'à peu près 1 micromètre, de façon à définir un volume qui fait à peu près 1 micromètre cube, à l'intérieur duquel on va les mettre là. Autour, on réalise un nuage d'atomes refroidis par laser, exactement la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Comme c'est un nuage d'atomes refroidis par laser, il faut qu'il y ait les lasers qui assurent leur refroidissement. Ceux-là, ils sont résonnants avec une transition atomique, puisqu'il faut qu'ils fassent diffuser l'atome pour que le refroidissement puisse avoir lieu. Voilà. Et puis, ces photons, qui sont donc à une couleur différente de la couleur des photons de piégeage, je peux les récupérer sur une caméra, et de cette manière-là, je vais pouvoir voir si un atome rentre dans la zone du piège. Donc tout cet arrangement optique ne va regarder que la zone, le 1 micromètre cube, qui est autour du foyer du faisceau laser. Voilà. Alors, voilà ce qu'on obtient sur la caméra, quand on regarde. Le film est joué à la même vitesse, c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle des atomes rentrent et sortent dans la pince. Donc la première chose que vous voyez, ça c'est l'image sur la caméra. Donc vous voyez que, et pardon, ça c'est l'image sur la caméra, et ça c'est le nombre, c'est la hauteur si vous voulez du signal, qui compte le nombre de photons que je reçois sur le pixel qui est entouré en jaune. Alors il y a une première chose, c'est il ne faut pas conclure du fait que le pixel est carré, il ne faut pas en conclure que l'atome lui est carré.
L'atome, il se fiche complètement de savoir s'il est carré, rond ou ovale, il n'est rien. Simplement, il va émettre toute sa lumière de telle sorte qu'elle soit focalisée uniquement sur ce pixel-là. C'est ça qu'on essaye de faire au laboratoire. C'est de cette manière-là qu'on collecte le maximum de signal. Et donc, de l'autre côté, vous voyez apparaître des plateaux. Le plateau bas correspond au fond de lumière un peu parasite, qui en fait est essentiellement dû à tous les autres atomes qui ne sont pas dans la pince et qui passent à toute vitesse. Simplement, une fois de temps en temps, il y a un atome qui rentre, la quantité de lumière devient importante parce que l'atome rentre dans le piège et pendant longtemps, il est capable de diffuser beaucoup de photons qu'il envoie sur la caméra. S'il était juste rentré un temps très court et ressorti, vous n'auriez pas collecté de photons parce qu'il n'y aura pas eu le temps pour l'atome de diffuser des photons. Et comme le film est joué à la bonne vitesse, vous constatez que ces atomes, on peut les garder plusieurs secondes. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on interprète ce signal? On l'interprète de la manière suivante. Quand il y a un front montant, on va dire que, soudain, un atome est rentré dans la pince. Donc l'atome, il rentre dans la pince, mais c'est comme les bols en mécanique classique. Si un atome rentre et qu'il n'y a pas de friction, il en ressort. Sauf que là, la friction, elle y est, puisqu'il y a tous les faisceaux laser qui assurent le refroidissement. Donc l'atome rentre, son mouvement est amorti, et il reste piégé au centre du piège. Et puis là, il y a un moment, le signal redescend, et comment est-ce qu'on l'interprète? Juste par le fait qu'il y a un deuxième atome qui a essayé de rentrer. Et comme le piège est extrêmement petit, les deux atomes se rencontrent tout de suite, et là, il y a un processus qui est très violent entre les deux atomes, qui leur fait gagner énormément d'énergie, c'est une collision catalysée par la lumière, qui vient faire expulser les deux atomes du piège. Donc ça veut dire que vous avez soit 0 atome, situation pas très intéressante, soit un atome, celle qu'on veut, soit 2 atomes pendant un temps très court avant que vous les perdiez tous les deux. Voilà, donc en pratique, vous avez soit 0, soit un atome, et donc vous mettez un seuil sur votre signal, et vous dites, en dessous de ce seuil, je décide qu'il n'y a pas d'atome, au-dessus d'un seuil, je décide qu'il y a un atome, et dès que j'ai un atome, j'éteins tous les lasers. En particulier, les lasers de refroidissement. Mon atome est rentré dans la pince, il a été refroidi, j'éteins les lasers de refroidissement, j'éteins pas le laser de piégeage, parce que sinon l'atome tombe, et je garde cet atome tout seul, isolé, dans le vide, pendant plusieurs secondes. Donc pendant plusieurs secondes, comme les manips que je vais vous décrire, on les fait sur des échelles de temps de l'ordre de la milliseconde, vous voyez que pour nous c'est l'âge de l'univers, plusieurs secondes. Voilà. Alors,